Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de ce journal. Après le décès de 2 octogénaires des suites du coronavirus, vient le temps de la polémique. L'église protestante Maheuil, fustigée pour son soi-disant refus d'exposer la dépouille au temple de Taounoa. La famille qui réfute ces accusations se déclare sereine malgré la douleur du deuil. Après Vaitavatava, c'est le quartier de Mamao-Vallon à Papeete qui est désormais identifié comme nouveau cluster. 7 personnes seraient contaminées. Ce matin, une vaste opération de dépistage avait lieu dans ce quartier très populaire où les gestes barrières sont vivement recommandés. L'épilogue du procès de l'horreur, 8 ans de prison pour le père, 7 ans pour la mère. Après 3 jours d'audience aux assises, les jurés n'ont pas suivi le réquisitoire. Le couple infanticide est reconnu coupable de violences volontaires sur leur bébé décédé en 2015. 3e saison pour l'émission Ahitea qui fait son grand retour sur nos antennes. Une mouture spéciale Covid dont l'objectif principal est de sensibiliser la population à l'importance du tourisme, mais aussi de rassurer sur les mesures sanitaires mises en place par les professionnels. Son présentateur Tamatoa Tepuhiari et notre invité nous dévoilera le contenu de ce programme de 30 épisodes en français et en tahitien. Une famille sous le choc. Après le décès d'une octogénaire atteinte du Covid, c'est son mari, âgé de 83 ans, qui a succombé quelques heures après des suites de la maladie. Son état était très préoccupant depuis plusieurs jours. Tous 2 ont été inhumés cet après-midi au cimetière de l'Uranie avec les restrictions liées à l'épidémie du Covid-19. Un premier décès qui a suscité la polémique sur les réseaux sociaux. L'église protestante Maheuil, fustigée pour son soi-disant refus d'accueillir la dépouille au temple de Taounoa. La famille qui réfute ces accusations, elle se déclare sereine malgré la douleur de son deuil. Evara Apoto, Rohan Potoru et Nicolas Suir. Je suis outré par l'attitude du diacre de la paroisse de Taounoa, qui a refusé à la famille endeuillée par la perte de leur mamie, premier décès du Covid-19, d'exposer sa dépouille dans le temple. Une publication Facebook qui a créé la polémique sur les réseaux sociaux, car la dépouille de la première victime de la Covid, décédée hier soir, a été exposée dans une salle communale de Vaitavatava, ainsi que son époux, décédé ce matin, le premier de la famille à avoir contracté la maladie. Contactée ce matin, la famille confirme que c'est une décision prise par la commune et aucunement par le pasteur et le conseil des diacres. Je suis allé moi-même rencontrer le pasteur quand nous avons eu l'appel du docteur comme quoi la tante est partie. Et puis en précisant bien au pasteur la raison de son décès et tout. Et donc notre pasteur m'a dit tout de suite non, il faut l'exposer au frère Amir à Natretanda. Donc nous avons tout préparé le frère Amir A. Mais après, on a reçu un appel de la mairie de Papeete comme quoi, me demandant si on pouvait changer le lieu pour le soir. Donc il fallait exposer le corps à Pundahere. Donc il n'y a pas eu de refus de la part du pasteur et du conseil de diacre. Chaque paroisse sous l'égide du pasteur et du conseil des diacres prend la décision d'accueillir ou pas un défunt décédé de la Covid dans le temple, afin d'éviter la propagation du virus ou pire, créer un cluster. Les paroisses ont été mis au courant dès le confinement au mois de mars. À la première vague, nous avons fait des cultes de veillées funéraires à 10 personnes, restreints à 10 personnes. Et il y a même des familles qui ne veulent pas accepter le pasteur, le diacre, de venir faire le Pourera. Mais je sais, c'est difficile, mais pour éviter la propagation du virus, on a presque atteint les 900. Alors, je crois qu'il ne faut pas dramatiser les choses. On essaie de minimiser la propagation, d'atténuer. Je crois que, et comme le pasteur m'avait affirmé, une décision qui a été informée aux paroissiens. Et toujours pour éviter la propagation du virus, 10 personnes ont suivi les dépôts jusqu'à leur dernière demeure. Un repos éternel, loin de toute polémique.
Et le couple habitait donc le quartier Vaitavatava à Papeete où un cluster a déjà été identifié. Mais aujourd'hui, c'est aussi le quartier Apahere à Mamao qui est passé sous surveillance des autorités sanitaires. Plus d'une centaine de personnes ont été testées. Dans le quartier, on parle de 7 personnes contaminées. Le personnel de santé les a visitées. Entre-temps, la vie continue, mais l'inquiétude grandit. Stéphane Ratino, Patrick Tinsing. Dans cette rue populaire, déjà des cas avérés. Les infirmières sont à la rencontre des patients confinés chez eux pour prendre des nouvelles. Et une longue file, c'est l'actualité de ce matin. Les habitants de ce secteur se sont pressés pour se faire dépister. Jeunes plus âgés, plus d'une centaine de personnes est passée entre les mains du personnel médical. Une envie de savoir si le virus a gagné les organismes. Quand on dit que dépister, nous sommes très heureux. Et maintenant qu'eux sont venus le contact, alors ils sont pleins de... Nous, mamans, en gros, nous sommes 600, ils sont pleins que 100 et quelques de mamans. Déjà là, j'ai demandé à mon fils de rester, c'est un collégien, j'ai pas pu de faire dépister. Voilà. Vous aimeriez que tout le monde soit dépisté rapidement? Oui, quand on est dépisté, oui. Pour profiter, c'est gratuit. Comme vous le voyez à l'entrée du quartier, sur le grillage du stade, le rappel des gestes barrières, des attitudes nouvelles à mettre en place, elles sont nécessaires parce que ici le virus est installé et c'est pas forcément simple culturellement de changer de vie parce qu'ici on vit regroupé en famille avec beaucoup d'affectifs. Et bien parce que la peur est là, parce que l'inquiétude est là, et bien on va tenter de changer d'attitude, c'est ce que nous ont dit les habitants. Et cette fois-ci, ici, la menace n'est plus virtuelle. La Covid est là, presque palpable, oserait-on dire. Tout le monde porte le masque. Les services de la mairie en ont fait une grande distribution. C'est un premier rempart. Et puis, il y a les habitudes. Un quartier populaire, fait de va-et-vient et de familles nombreuses avec des jeunes. C'est d'ailleurs le défi, vivre différemment pour stopper la propagation. Comme actuellement, nous avons reçu quelques informations. Comme quoi, il y a 7 personnes qui sont probablement positives. Du coup, on a plus de peur que d'inquiétude. Vu que ce virus se propage rapidement. Et vous les jeunes, vous allez faire gaffe, faire attention? Ouais, je pense qu'il faut vraiment faire attention à cette maladie. Ce n'est pas un jeu aussi. Les résultats des tests seront connus dans quelques jours. Le désir des habitants désormais, que tout le monde soit testé le plus rapidement possible. Oui, à noter que l'État a décidé d'attribuer une dotation de 13 000 masques à la ville de Papeete. Papeete, justement, où depuis la rentrée, la municipalité prend en main la gestion des cantines des 10 écoles élémentaires de la ville. Une façon de mieux contrôler et faire appliquer de manière uniforme les gestes barrières. Exemple, dans ce reportage à l'école Taimoana, signé Chiquita Darouzès et Jacques Damour. On a mis les poids là avec le TEP, donc les enfants quand ils entrent, ils s'assoient à ces endroits-là pour respecter la distanciation entre eux. Une mise en place très particulière. Il en faut pour faire respecter la distanciation physique dans les cantines, surtout pour les tout-petits. Covid-19 oblige, outre les mesures déjà appliquées comme le lavage des mains et les marquages au sol. On va à la cantine. La commune de Papeete a pris en main la gestion des cantines de la ville, une manière d'uniformiser l'application des mesures barrières, et ça marche. Avec les institutrices, donc il y a le lavage des mains fait par elles avant d'aller dans le restaurant. Ensuite, il y a la passation entre l'enseignante et les surveillants de la cantine. On installe les enfants. Donc on a essayé de mettre la distance sociale entre les enfants, malgré la configuration qui sont différentes d'une école à une autre. Sandra gère une dizaine d'établissements scolaires à Papeete. Non loin de là, l'école Taimoana avec ses 300 élèves. Là aussi, outre les menus revisités, pour les petites classes, la distanciation est préparée par les surveillantes de la commune avant même que les enfants arrivent. La différence, c'est que là, on sert déjà les plats et on met les cloches dessus. On a mis aussi en place ici la distanciation entre les enfants, donc d'où les TEP sur les bancs. Au total, ce sont 115 cantinières et cuisinières qui sont mobilisées à chaque moment des repas afin que les gestes barrières soient respectés quotidiennement. Oui, pour être plus complet sur le coronavirus, notez les derniers chiffres. À ce jour, 891 personnes ont été testées positives, dont 580 guéries de la maladie. 7 personnes
sont toujours hospitalisés. N'oubliez pas les gestes protecteurs comme le port du masque et la distanciation physique, se laver régulièrement les mains, éviter de serrer la main ou d'embrasser. Et si vous avez bien sûr des doutes sur votre état de santé, n'hésitez pas à appeler le 40 45 50 00 ou le 15 uniquement en cas d'urgence. Je demande pardon à mon fils pour tout ce que nous avons fait. Je pense à lui tous les jours. J'ai aimé cet enfant et je l'aimerai toujours. Ce sont les derniers mots prononcés par la mère infanticide avant d'être condamnée par la cour d'assises. Les parents jugés depuis 3 jours sont reconnus coupables de violences volontaires sur leur bébé de 1 an, décédé en 2015. Ils sont condamnés à 8 ans de prison pour le père, 7 ans de prison pour la mère. Les jurés n'ont donc pas suivi le réquisitoire. Compte rendu d'audience, Lucille Guichet-Tirao, Mirko Vanfo. Leur bébé est décédé à 1 an d'un hématome sous-dural et d'un œdème pulmonaire. 5 ans plus tard, les parents sont reconnus coupables par la justice pour les maltraitances infligées. 7 ans de prison pour la mère, responsable d'avoir mortellement secoué le petit garçon. Si ma cliente a toujours bien voulu reconnaître qu'en effet, la veille du décès de l'enfant, il y avait eu une bagarre conjugale et qu'au cours de cette bagarre, l'enfant avait pu recevoir des coups, voire être secoué par ses 2 parents, ce qui justifie leur renvoi devant une cour d'assises. En revanche, rien ne permet d'attribuer les 2 fractures qu'on a relevées sur l'enfant à des actes de violence qui auraient été commis par ma cliente. Absolument rien. L'avocate générale avait bien distingué les responsabilités du père et de la mère. À l'encontre de la mère, responsable du secouement mortel du bébé, elle avait requis 20 ans. À l'encontre du père, l'auteur des coups volontaires, elle avait requis 8 ans pour ce délit. La cour a suivi. Lui a été constant en disant que c'était là-dessus qu'une dispute dont on ne connaît pas bien les motifs. Mais en l'occurrence, à chaque fois qu'il a été violent, et même les fois dont il ne se souvient pas forcément parce qu'il était sous l'emprise d'un état alcoolique, il a reconnu les faits. Il ne cherche pas à minimiser sa responsabilité et j'ai pas perçu de... Il a précisé ses versions mais il n'en a jamais changé. Je ne vois pas pourquoi on pourrait considérer que c'est un menteur et du coup j'ai toute raison de lui faire confiance. La société ne peut pas négliger l'avenir des enfants, a martelé l'avocate générale dans ses réquisitions, appelant les jurés à prononcer une peine très lourde et une obligation de soins afin de prévenir le risque de récidive. Il faut garder à l'esprit qu'on a quand même un petit bébé de 1 an qui est décédé violemment et hier les experts ont confirmé que cet enfant a énormément souffert de ses blessures et peut-être qu'il a été un petit peu trop oublié dans ce procès, dans les débats. À la fin de l'audience, les parents ont de nouveau exprimé leurs regrets. Un enfant pas désiré dont on a honte, a déclaré l'avocate générale, et dont personne n'a représenté la mémoire sur le banc des parties civiles. Selon les statistiques nationales, 20% des bébés secoués décèdent et parmi ceux qui survivent, 60% garderont de lourdes séquelles comme un handicap ou une paralysie. En politique, 13 candidatures déposées pour les sénatoriales. Teva Rofrich, Lana Tetuanui, Nuiha Olores, Sylviane Teroatea, Jackie Briand, Raissa Bruno, Oscar Temaru, Michel Buyard, Lydia Nouveau, Christian Vernodon, Paul Bontour, Oopa Teriorai, Chang Rolfi Tutavai. Les listes déposées sont en attente de validation. Le grand retour de l'émission Ahitea, une 3e saison réalisée par Tahiti Tourisme dans le cadre du plan d'action fixé par le pays, une mouture spéciale Covid dont l'objectif principal est de sensibiliser la population à l'importance du tourisme mais aussi de rassurer sur les mesures sanitaires mises en place par les professionnels. Il s'agit aussi d'inciter les résidents à voyager et à consommer local. On voit cela avec vous, Tamatoa Tepuhiari, bonsoir. Bonsoir Caroline. Merci d'être là. Vous êtes le présentateur de cette émission, dont c'est la 3e saison. Alors, des nouveautés dans cette 3e saison avec un format adaptable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, nous avons voulu adapter justement cette nouvelle saison en fonction de la situation du Covid-19 que nous traversons actuellement. Et cette situation, elle est dans l'objectif de pouvoir rassurer la population sur les mesures sanitaires qui sont prises en compte et qui sont mises en place dans les différents secteurs d'activité du domaine du tourisme. Vous arrivez à les rassurer, ces habitants, ces
ces Polynésiens? Alors, on vient à peine de commencer. Le travail va commencer petit à petit sur le fait de pouvoir assurer la population. Mais comme je le disais, l'objectif est de pouvoir assurer. Étant donné que nous venons de commencer, on va faire ce travail petit à petit. Autre nouveauté, c'est la rubrique Aravena. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans cette rubrique? Alors déjà, Aravena, c'est un nom en tahitien qui invite justement une personne à faire une quelconque action. Et justement, par rapport à cela, nous invitons la population à pouvoir déjà adopter les bons gestes afin de préserver l'environnement. Mais d'autre part, nous invitons aussi la population à préserver nos traditions. Et afin d'inviter ces personnes, donc on va montrer beaucoup d'images, beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets concernant la préservation de l'environnement et aussi concernant les savoir-faire traditionnels. Vous qui êtes sur le terrain, donc vous êtes en contact y compris avec la population, mais aussi avec les professionnels du tourisme. Comment il est perçu aujourd'hui, le tourisme local? Alors, effectivement, il faut rappeler que le tourisme, déjà, la crise sanitaire que nous vivons actuellement est une crise très critique et inévitable pour tous. Ceci dit, n'oublions pas qu'au niveau de la population, il y a des avis partagés. C'est-à-dire, depuis la réouverture des frontières, une partie de la population n'est pas d'accord, tout comme une autre partie de la population n'a pas d'autre choix. Donc là, je parle des professionnels du tourisme, étant donné qu'ils vivent de cela, ils vivent du tourisme. Donc, eux, ce qu'ils font à leur échelle, c'est bien d'adopter les gestes barrières. Je ne veux pas entrer dans ce long débat, mais ce que je peux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, nous essayons de mettre en place des moyens dans le domaine du tourisme afin de mieux accueillir nos touristes, de toujours garder cette chaleur polynésienne et de respecter les gestes barrières. Une diffusion donc hebdomadaire et en bilingue. Oui, bien sûr. Et ce sera le lancement donc ce dimanche 13 septembre sur notre antenne à 17h30 avec une rediffusion le samedi à 11h20. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Tamatoa Tepuhi Yari, d'être resté avec nous. Merci, Caroline. Le tourisme local également promu en Nouvelle-Calédonie où le salon Évasion Sud a ouvert ses portes à Nouméa. Plus de 9000 personnes venues découvrir et profiter des offres des prestataires touristiques de la province sud. Alors que les frontières sont fermées jusqu'en mars 2021, l'événement vise à encourager le tourisme local. Lizzie Carboni, Nicolas Fasquelle. La centaine d'exposants touristiques originaires de toute la province sud avait seulement une journée pour séduire la clientèle calédonienne. Comme lors de l'édition précédente, les offres promotionnelles sur les hébergements sont toujours les plus recherchées. Certains visiteurs n'ont pas hésité à patienter de longues heures pour profiter de tarifs attractifs. Au mois de juillet, on a été à l'île des Pins déjà pour avoir un premier aperçu. On n'a passé qu'une seule journée, donc du coup on essaye de profiter un peu plus et de passer un week-end si possible. Dans le viseur des Calédoniens, les communes de Bourail et de l'île des Pins, où certains complexes hôteliers ont misé gros pour attirer les locaux et non pas les étrangers. On commence à des tarifs à 19 900 francs pour la nuitée et avec 2 petits déjeuners pour 2 adultes, un déjeuner buffet. Et à l'île des Pins, on a aussi une offre très intéressante à 22 900 francs. Toujours pareil pour une nuit en chambre avec les petits déjeuners buffets. La commune de Boulou-Paris a décidé de créer une carte qui référence tous les gîtes et autres tables d'hôtes de la région et de miser sur un jeu pour attirer les clients. Si, c'est ça. Est-ce que vous voulez participer à la tombola? On a un tas de choses à faire gagner en découverte sur Boulou-Paris. Bénédicte Lyon s'est donné pour mission de mettre un coup de projecteur sur Boulou-Paris, une commune dépourvue d'office du tourisme. Les prestataires, comme tous, ont beaucoup souffert pendant le confinement. Et puis dès qu'on est sorti du confinement, les gîtes se sont remplis, les tables se sont remplies, les prestataires ont eu du monde. Ça reste malheureusement que le week-end, on aimerait bien que ça se développe un peu sur la semaine. Mais bon, allez, on y travaille. On voulait des renseignements, des hébergements. Pour pouvoir profiter un petit peu, c'est ça? Tout à fait, puisqu'on va passer de nombreuses vacances sur le territoire, donc trouver de bonnes idées. Le salon Évasion Sud vient compléter la longue liste des foires et autres salons déjà organisés depuis le début de la crise sanitaire pour relancer le tourisme local.
Petite rectification concernant les candidats au sénatorial. Il s'agit bien de Michel Villard qui est candidat et non Michel Buyard pour ces sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre prochain. Une note de charme pour finir avec cette candidate polynésienne à l'élection de Miss Bretagne 2020, née d'une mère polynésienne et d'un père métropolitain. Heimiti Peters, entrepreneur de 20 ans, revendique fièrement sa double culture. Une prétendante motivée comme vous allez l'entendre. Bonjour et Yorana à tous, donc je fais une petite vidéo pour remercier de vive voix toutes les personnes qui me soutiennent et m'encouragent dans cette belle aventure à l'heure d'aujourd'hui. Donc un grand merci à ma famille, à mes amis, mais également à Polynésie Première pour ce magnifique article que j'ai pu découvrir aujourd'hui avec vous. Donc un grand merci à mon île natale, mais également à ma région d'adoption qu'est la Bretagne. Je vous fais de gros bisous, j'espère que nous irons loin et je vous tiens au courant pour la suite des événements. Kenavo et gros bisous à vous. Et verdict donc le 27 septembre pour l'élection de Miss Bretagne. Je vous rappelle la principale information de cette édition. Une famille sous le choc après le décès d'une octogénaire atteinte du Covid. C'est son mari âgé de 83 ans qui a succombé quelques heures après des suites de la maladie. Le couple habitait le quartier Vaitavatava à Papeete où un cluster a été identifié. Mais aujourd'hui, c'est aussi le quartier Apahere à Mamao qui est passé sous la surveillance des autorités sanitaires. Et c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèle à la première. Demain soir, vous retrouvez Ayata Tarahu. Excellent week-end. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.